Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, général à la retraite Richard Giguère. Je suis professeur invité au département de sciences politiques de l'Université Laval, membre associé des hautes études internationales et militaire en résidence au sein de la même institution. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, surtout que j'ai la tâche de présenter M. Jonathan Gaudreault. Alors, M. Gaudreault est professeur de génie logiciel à l'Université Laval. Il est directeur du Consortium de recherche en génie des systèmes industriels 4.0. Son équipe crée des systèmes de prise de décision et d'optimisation en collaboration avec plus d'une dizaine de partenaires industriels. L'expertise du professeur Gaudreault a été récompensée à de nombreuses reprises. Il est notamment l'un des lauréats du Prix du Canada pour la recherche interdisciplinaire en sciences et génie. Alors, M. Gaudreault va nous présenter cette conférence de clôture qui s'intitule « L'intelligence artificielle au Québec, notre levier » à l'aube de la 4e révolution industrielle. Monsieur Gaudreault, vous avez le podium. Merci beaucoup. Ça me faisait extrêmement plaisir de venir vous parler aujourd'hui de la révolution du numérique, l'impact que ça peut avoir pour le Québec. Vous savez, on entend beaucoup parler dans les médias de l'intelligence artificielle, du numérique en général. Mais une chose qu'on n'entend pas, c'est tout l'impact que ça peut avoir pour notre secteur manufacturier au Québec. Alors, il faut dire que c'est un impact qui est déjà commencé. Vous avez sûrement entendu, on entend de plus en plus parler de la vague de la 4e révolution industrielle, appelée également l'Industrie 4.0. Avant de vous en parler, parce que vous savez, c'est toujours hasardeux de parler du futur, il y a Niels Bohr qui disait que c'est difficile les prédictions, surtout quand ça concerne le futur. Fait que on va commencer par un bond en arrière. On va aller 250 ans en arrière. Je vais vous dire très rapidement quelques mots sur ce qu'a été la première révolution industrielle pour qu'on puisse faire le parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, la première révolution industrielle, c'était quoi? C'était l'arrivée de la vapeur comme force motrice. Ça a été la naissance des usines comme on les connaît aujourd'hui, qui ont remplacé les ateliers très, très artisanaux. La deuxième, ça a été quoi? Encore au niveau de l'énergie, cette fois-ci, l'électricité. Mais on s'est rendu compte que même si au départ, c'était tout simplement l'idée de venir remplacer une source d'énergie par une autre qui était plus pratique, plus économique, il y avait un avantage. C'est plutôt qu'avoir on disait à l'époque, un engin, plutôt qu'avoir une source d'énergie immense dans l'usine, on pouvait avoir plusieurs petits moteurs électriques. Puis ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça a amené une transformation du travail. D'abord, l'arrivée de concepts comme la fameuse chaîne de montage. Puis ensuite, ce qu'on a appelé l'organisation scientifique du travail, pour le pire et pour le meilleur. La troisième, je crois que tout le monde s'entend que l'arrivée de l'ordinateur, l'automatisation, la robotique dans les années 50, 60, 70, ça a vraiment changé de manière phénoménale la façon de produire, la façon de fabriquer les produits. Et maintenant, je reviens à la quatrième. Il n'est pas nécessairement clair. Est-ce que c'est un prolongement de la troisième? Un phénomène réellement distinct, mais il est clair qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Puis, on appelle ça l'intégration des systèmes physiques et numériques. Je m'explique. Au niveau du 3.0, avec l'informatique classique, on avait de l'informatique, mais il y avait une déconnexion des systèmes physiques de production et des systèmes de gestion. Ce qu'on vit actuellement, c'est la connexion des deux. Les deux viennent qu'à former un seul tout unifié. Et ce système-là de production de l'entreprise est lui-même connecté à celui des clients et des fournisseurs. Qu'est-ce que ça change, ça?
Ça change qu'on a une représentation numérique de tout ce qui se passe sur le plancher de production, un modèle qui permet de faire des simulations, qui permet de manipuler des objets physiques de la même façon qu'on manipulerait des objets virtuels, comme un jeu vidéo. Dans le fond, l'ensemble de la chaîne de production devient un objet numérique qu'on manipule à volonté. Et on va y gagner une extrême flexibilité, une extrême souplesse. Donc, l'idée, on peut même dire l'utopie du 4.0, c'est de dire, je me retrouve avec une usine tellement agile, tellement flexible, que je peux fabriquer un produit sur mesure pour un client en un seul exemplaire, puis je devrais avoir un coût de revient semblable à celui que j'aurais si j'en produisais des milliers de copies. Donc, l'idée utopique, mais qui se concrétise quand même de manière concrète. Je vous donnerai l'exemple, une entreprise Adidas et son exemple de la Speed Factory. En fait, ils sont partis du constat que pour Adidas, entre le moment où on décidait de concevoir un produit et où ça se rendait au marché, il s'écoulait 18 mois. Ce qui était considéré comme beaucoup trop long. Et ils ont mis en place ce projet-là de Speed Factory qui est l'idée, l'image, ils le décrivent comme imaginer une usine grosse comme un conteneur qui est près des marchés. Donc, plutôt qu'une grosse usine en Asie, plusieurs petites usines très mobiles, très flexibles. Ou imaginez, soit on passe une commande par Internet ou on va dans un endroit spécialisé où on fait un scan du pied, on nous fait marcher sur un tapis roulant et on nous fabrique une chaussure sur mesure qui va être imprimée dans ma ville puis que je vais pouvoir aller chercher ou me faire livrer à la maison. Je sais que ça a l'air de la science-fiction, mais il y en a déjà 2 qui sont en fonction. Bien sûr, pour l'instant, le nombre de chaussures différentes pouvant être fabriquées par cette unité de production-là, c'est pas extrêmement diversifié, mais ça donne une idée là, vraiment de l'effort qui est mis, la tendance vers laquelle on s'en va. Puis le fait également que ça change tout à fait la façon de concevoir les modèles d'affaires et les marchés. En fait, on dit beaucoup que on s'en va vers un monde où la compétition entre les entreprises, entre les économies, est plus sur la base des coûts, donc plus sur la base des bas salaires pour lesquels, évidemment, les pays asiatiques avaient l'avantage, mais dans un monde où la compétition va être entre les entreprises, entre les économies, sur la capacité à mettre en place des systèmes de production tels que ce que je viens de vous présenter. Une citation que j'aime beaucoup, quelqu'un qui dit à ses employés, « Vous ne fabriquez pas des voitures, nous produisons un système qui fabrique des voitures. » Quelqu'un a une idée de qui a dit ça? Oui, j'ai entendu Tesla. Donc, c'est Elon Musk de Tesla. Ça exprime vraiment très bien la vision de l'entreprise. Ils disent actuellement, dans nos usines, on est au pair avec les meilleurs fabricants automobiles. Mais il dit la prochaine génération, il va falloir être beaucoup plus rapide, être beaucoup plus automatisé. La chaîne de production devrait travailler à une vitesse tellement incroyable que personne ne pourrait suivre. Dans tout ça, dans ce que je viens de parler, là, j'arrive au défi pour nous, c'est que la difficulté n'est pas tant au niveau de l'automatisation, la partie physique. Quand on parle d'automatisation, on a en tête de la robotique, des choses qui sont relativement bien connues. Le réel défi, c'est l'automatisation des processus. Venir coordonner un peu à la manière d'un chef d'orchestre, qu'est-ce qui est fait, où, quand, à quel moment dans l'ensemble du réseau. Puis c'est ça vraiment le réel défi. C'est un défi parce que quand on met en place des systèmes comme ça, on a accès à des données qui proviennent de les plateformes, les systèmes de production, les clients, les fournisseurs, vraiment une marée de données incroyable. On parle de données massives, de big data. Et il faut être en mesure d'analyser, de traiter cette information-là pour prendre les bonnes décisions. Puis ça aussi, c'est quelque chose de très complexe.
Je vous donne un petit exemple. Un travail qui a été fait en collaboration entre le consortium Forac et la compagnie Produits forestiers résolus, où on cherchait à déterminer en temps réel, de manière dynamique, quels étaient les paquets de bois qui devaient passer dans les séchoirs industriels, à quel moment. Là. Donc, en fonction des différentes commandes, les disponibilités de matières premières, la disponibilité des équipements, venir décider qu'est-ce qu'on fait à quel moment. Et simplement, sur un horizon de 3 semaines, il y a plus de solutions possibles qui existent d'atomes dans l'univers. Donc, l'idée de dire, c'est facile, on utilise un ordinateur, on lui fait générer toutes les possibilités, puis ensuite, on prend la meilleure, c'est impossible. Puis, c'est là qu'intervient le défi et où on peut avoir un appui des techniques d'intelligence artificielle pour surmonter des problèmes comme ça que mathématiquement, on ne peut pas facilement arriver à une solution. Et là, ça amène une question un petit peu difficile que je me fais souvent poser. C'est quoi l'intelligence artificielle? Hein, on en parle beaucoup dans les médias, mais à partir de quand on peut dire que c'est de l'intelligence artificielle? C'est difficile à définir. En fait, c'est beaucoup plus facile d'expliquer ce qui n'est pas de l'intelligence artificielle. Ce que je vais faire ici. Donc, un cas de qu'est-ce qui n'est pas de l'intelligence artificielle? L'informatique classique, ce sont des problèmes pour lesquels on programme l'ordinateur en lui donnant une liste d'instructions, une liste d'étapes, une liste de calculs à faire, puis on sait qu'on va arriver à la bonne réponse. Exemple, calculer la 12e décimale de pi, trouver le plus court chemin entre la maison et le travail, comment rendre la monnaie à un client avec le plus petit nombre de pièces possible. Ça se fait avec l'informatique classique. Par contre, il y a d'autres cas. Imaginons que je veux un logiciel pour lequel je présente à l'ordinateur une photo et je demande à l'ordinateur de m'indiquer qu'est-ce qui est représenté sur la photo. Même si nous, en tant qu'humains, on arrive à le faire assez facilement, on aurait bien des difficultés à faire une liste d'étapes de calcul qui permettrait d'identifier ce qu'on trouve sur la photo. Donc, dans ces cas-là, c'est difficile de programmer l'ordinateur pour ça. En réalité, ça va être beaucoup plus facile de le programmer pour qu'il apprenne à résoudre le problème. Donc, on le programme pour qu'il apprenne à résoudre le problème plutôt que lui montrer comment résoudre le problème. Et là, je vous donne un exemple vraiment très simple. Imaginons que je voudrais apprendre à un ordinateur à déterminer si, sur une patinoire au hockey, le lancer est dangereux. Bien, je pourrais lui fournir des données, lui indiquer la provenance de différents lancers à partir d'un historique que j'aurais observé, en lui indiquant pour chacun qu'est-ce qui était un lancer dangereux, qu'est-ce qui était qui amenait à un but, puis qu'est-ce qui ne l'était pas. Et l'ordinateur pourrait en tirer une certaine généralisation, pas parfaite bien sûr, mais une certaine généralisation de qu'est-ce qui est un lancer dangereux. Bien sûr, l'exemple est un peu naïf. Hein? Vous me direz peut-être que ça aurait été moins compliqué de demander à un expert du hockey, puis il aurait tout pu nous dire ça, mais ici, c'est vraiment l'idée qui est intéressante, puis le fait qu'au fur et à mesure où on fournirait des données supplémentaires, le modèle pourrait se raffiner et se modifier. Donc, exemple naïf, exemple un peu plus réel, tiré d'un vrai projet qu'on a réalisé. Pour l'identification d'un arbre grâce à l'apprentissage automatique. Donc, on a fourni à l'ordinateur des milliers de photos d'écorces d'arbres en lui disant chaque fois de quelle essence il s'agissait. Puis, par la suite, une fois l'entraînement terminé, on peut lui soumettre une nouvelle photo et l'ordinateur est en mesure de nous dire là, avec un taux de succès d'au-dessus de 99 % de quelle essence il s'agit. Donc, ici, je vous ai mis 2 photos réelles, épinette blanche, épinette noire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis incapable, mais le logiciel est capable vraiment de faire la différence entre l'épinette blanche et l'épinette noire qu'on a ici. Donc, ces genres de technologies, ce n'est pas très compliqué. C'est un projet de quelques semaines. On a fait ça avec un étudiant en quelques semaines. On arrive à des taux de performance vraiment fabuleux. Et à terme, bien, ça va pouvoir être intégré dans des équipements forestiers pour... bon, je vais pas dans le détail, mais ça va amener vraiment une augmentation de la performance très intéressante de la chaîne logistique. Plutôt qu'attendre que ce soit démêlé en usine, on peut le faire directement en forêt. Fait que j'aime cet exemple-là
parce que ça illustre bien le fait que l'intelligence artificielle, ça a des implications dans des domaines qui ne sont pas nécessairement de la haute technologie. Autre exemple à ce sujet-là, Acta Mobilier, qui est une firme française qui est dans l'ameublement haut de gamme. Donc, leurs clients, c'est du genre Chanel, Nespresso et compagnie. Ils font des produits avec vraiment un fini peint presque lisse comme un miroir. Puis, j'aime cet exemple-là parce que c'est une illustration vraiment d'une entreprise qui a bien réussi le virage numérique. Ils sont passés de vraiment de rien à, vous allez voir, quand même assez avancé. Donc, ce qui est intéressant dans le cas d'Acta Mobilier, c'est qu'ils ont commencé par dire ben, on va numériser la partie saisie de données pour être en mesure de dire, de tout savoir ce qui se passe dans l'usine. Donc, se connecter aux équipements, avoir l'historique des machines, avoir l'historique également de chacune des pièces qui circulent dans l'usine, pour finalement se rendre compte qu'avec les différents contrôles de qualité, quand on regardait l'histoire d'une pièce qui circulait dans l'usine, plus de 60% des pièces devaient retourner à une étape antérieure du procédé à un moment ou d'une autre, ce qui est vraiment énorme. Mais en même temps, ils font de l'extrême haute qualité, donc c'était nécessaire. Ce qui a été fait ensuite, c'est se dire, ben, avec toutes ces données-là, peut-être qu'on peut trouver, il y a peut-être quelque chose qui se passe. On peut peut-être avoir des données qui expliquent ce qui fait qu'un produit doit être repris, qu'une pièce doit être modifiée. Donc, avec un réseau de neurones, les données ont été analysées et tenez-vous bien, la conclusion était que ce qu'il fallait faire, ce qui faisait qu'un produit serait bien réussi ou pas, c'est que le processus de peinture devait être paramétré différemment en fonction des conditions météo. Donc, température, humidité, pression atmosphérique. Puis aujourd'hui, ben, c'est le réseau de neurones à chaque matin qui dit, compte tenu de ce qu'on a à faire, compte tenu des conditions météo, voici comment le processus de peinture doit être configuré. On parle d'une entreprise où il y avait au départ à peu près pas d'ordinateur, puis ils sont passés à des réseaux de neurones qui disent comment peinturer. Puis, ben, vous devinerez bien qu'ils étaient satisfaits de l'étudiante au doctorat qui a fait ce projet-là. Elle fait maintenant partie de la haute direction de l'entreprise, puis ils accueillent plein d'étudiants gradués chez eux pour développer des nouveaux projets. Ça m'amène donc, en fait, au point, l'impact que l'intelligence artificielle peut avoir sur nos entreprises manufacturières. Vous savez, au Québec, il y a eu le développement d'un grand nombre de laboratoires qui ont beaucoup de succès à l'échelle internationale au niveau de l'intelligence artificielle. L'IVADO à Montréal, le Centre de recherche sur les données massives à Québec, le GRAL à Québec également. Bon, il y en a plusieurs. Ça a amené la formation vraiment de plusieurs étudiants gradués vraiment, vraiment performants, plusieurs bons diplômés. La deuxième vague a été toutes les ouvertures de centres de recherche privés, donc Google, Facebook, Microsoft, on les a tous. Le seul qui nous manque, c'est Apple, mais on travaille là-dessus. Donc, ça, c'est un signe vraiment de la qualité des gens qu'on a su former dans ce domaine-là. C'est intéressant, c'est des emplois bien rémunérés, mais là où c'est intéressant, c'est quand ça peut mener à la création d'entreprises qui vont développer des produits, des services qui vont être développés ici, vendus à partir d'ici, puis donc à amener des revenus imposables ici. Parce que si moi, comme professeur ou un de mes diplômés, travaille pour Facebook, ben c'est un petit peu comme si je fais du télétravail pour Facebook. Je ne crée pas réellement de la valeur ici, alors qu'une entreprise créée ici, c'est le cas. C'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus excité, même si ça prend de tout, mais quand je vois des annonces comme celle-là, l'EdarTech, qui est allé chercher 130 millions de dollars de financement pour le développement de technologies de vision, d'analyse d'images dans le contexte des véhicules autonomes. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que, oui, c'est des bons emplois, mais on développe une économie, une industrie qui va amener des revenus ici. Ça, c'est des cas pour la nouvelle entreprise. Mais on le voit aussi pour des entreprises existantes
APN, qui a été identifiée par le gouvernement du Québec comme une des entreprises qui va être une vitrine technologique pour le 4.0. C'est un manufacturier de, de haute précision de pièces métalliques, surtout dans le secteur de l'aéronautique. Ils ont des usines au Québec également. Ils ont pris beaucoup d'expansion. Ils ont des usines maintenant en Californie, où ils desservent le secteur militaire. Puis eux, ce qui leur a permis de croître, c'est vraiment tout le côté, justement, là, de 4.0, de contrôle, de suivi des pièces, le cheminement des pièces dans le réseau de production, s'assurer de toujours utiliser la bonne machine pour faire la bonne chose, réduire les temps du setup de manière importante. Fait que certains me diront que je suis biaisé, parce que c'est un de mes partenaires de recherche, mais je suis pas le seul à mettre cette entreprise-là de l'avant. Dans le budget du Québec, il y a 2 ans, je crois, il y avait un encart sur cette entreprise-là. Ils sont mis de l'avant souvent par le CFRIO et différents organismes comme étant un exemple d'entreprise à suivre, vraiment un leader au niveau du 4.0. C'est du high-tech, un peu moins high-tech. Je pense à Biscuit Leclerc, qui vraiment fait du numérique là, un de ses outils principaux de croissance, qui est un autre exemple d'entreprise en pleine croissance. J'aurais pu en choisir d'autres. Je pense entre autres à Plastique Miron, pardon, qui est une entreprise de la région de Québec, qui est passée encore une fois du zéro numérique à très numérique, et qui a utilisé ça comme, dans un premier temps, pour être capable d'aller chercher de l'information très précise sur le coût de revient des différents produits, puis prendre ses décisions de quel contrat signer, quel contrat pas signer, puis surtout quels investissements réaliser en termes d'équipement, basés sur de la donnée et des informations concrètes, là, ce qui a amené une augmentation importante de la rentabilité. Bon, ce sont des exemples. Peut-être pour conclure, je pense que quelque chose qui est extrêmement important, comme Québécois, c'est quelque chose, je crois, qui fait notre affaire, dans le sens qu'on a des atouts pour cette guerre-là, pour cette bataille-là. Premièrement, la matière première. C'est quoi la matière première? Bien, la main-d'œuvre qualifiée. Puis, on a déjà un bassin d'entreprises manufacturières vraiment quand même assez diversifié dans différents domaines. On a des assises reconnues en génie, en intelligence artificielle. On est probablement le grand centre mondial en intelligence artificielle actuellement sur la planète. Donc, en mettant les trois ensemble, on est vraiment bien positionné pour ce qui s'amorce, ce qui s'en vient. Tradition également, là, je m'appuie moins sur des faits, je m'appuie plus sur mes feelings. Mon feeling, mais vraiment tradition d'interdisciplinarité. Dans toutes les études à l'échelle internationale, quand on parle du changement dans les entreprises, quand on parle des projets qui ont marché par rapport au 4.0, une chose qui revient, c'est la nécessité pour notamment les différents niveaux hiérarchiques au sein de l'entreprise de travailler ensemble. Et ça frappe souvent, ça étonne souvent les visiteurs au Québec de voir à quel point on voit ça dans nos entreprises. J'y vais au niveau de l'anecdote. Bridgestone, donc entreprise vraiment multinationale avec son usine à Joliette, qui était possiblement une des plus vieilles du groupe, l'usine de Joliette. Mais la maison mère a toujours été très impressionnée par la capacité de ces gens-là de travailler ensemble, tous les corps, les niveaux hiérarchiques, du plancher de la production jusqu'à la haute direction, et arriver à faire des choses que tout le monde pensait qui seraient impossibles. Finalement, ils ont obtenu, vous le savez, un très gros financement, puis un appui, un financement de la maison mère pour passer d'une des plus vieilles usines du groupe à une des plus modernes. Ça, c'est le genre de force sur lequel on va devoir capitaliser. Finalement, des défis, hein, parce qu'il y a des défis. Bien sûr, la formation. Donc, souvent, on parle de la formation de la main-d'œuvre, mais la formation des chefs d'entreprise aussi. Hein? Il est évident que, bien sûr, le signal doit venir en haut. Des dirigeants d'entreprise qui doivent comprendre que c'est commencé, que l'environnement change, qu'il y a des investissements qui sont requis. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation à faire auprès de nos dirigeants d'entreprise. Le genre de questions qu'on peut leur poser, c'est
nommez-moi des entreprises qui sont passées, qui n'ont pas adopté la première, la deuxième révolution industrielle, puis qui sont encore vivantes aujourd'hui. Ben, il y a un message là qui est intéressant. Au niveau de la formation de la main-d'œuvre, bon, il y a un grand chantier en cours autour de ces concepts-là. Bien sûr, c'est certain que ça va toucher le secteur universitaire, le collégial, mais également le primaire et le secondaire. Puis là, je me permets un petit cri du cœur. Le Québec, on performe généralement très bien là, dans les concours internationaux de mathématiques. Ben, les mathématiques, c'est de plus en plus de la programmation informatique. Ça prend une nouvelle forme, mais ça devient une compétence vraiment très, très importante. On dit qu'il nous faut maintenant une troisième langue, puis cette troisième langue-là, c'est quoi? C'est un langage de programmation. Donc, une à une, les différentes nations se réveillent. Près de nous, il y a la Colombie-Britannique qui vient d'introduire l'informatique de manière obligatoire dans les programmes. Au Québec, il y avait beaucoup d'informatique dans les années 80-90. Malheureusement, quand il est devenu obligatoire d'avoir un bac en enseignement pour enseigner, on s'est retrouvé qu'il n'y avait plus personne dans les écoles qui connaissait l'informatique. Puis à peu près toutes les formations en informatique au primaire, au secondaire ont à peu près disparu. Mais c'est en train de revenir, mais c'est vraiment important de mettre l'emphase sur ça. Finalement, je voudrais souligner vraiment ce qu'on perçoit comme vraiment le support de l'État par rapport au 4.0. Bon, on en a parlé ce matin avec Monsieur Dubé. Il y a Investissement Québec qui s'occupe du programme Propulser nos manufacturiers innovants qui joue vraiment un rôle important où, bon, il y a de l'aide pour les entreprises. On a des organismes comme le CRIC, qui est très important, qui diffuse beaucoup d'informations, qui met les entreprises en contact avec les bonnes personnes, qui accompagne pour du diagnostic, du développement et de la R&D, qui collabore au niveau de la recherche universitaire également. Des groupes qui sont appelés à jouer un grand rôle également, les centres collégiaux de transfert, dont notamment Productique Québec, qui a produit un guide vraiment que je trouve fabuleux en collaboration avec le ministère, qui s'appelle Feuille de route Industrie 4.0. Donc, ben, comme prof, je vous donne un devoir d'aller consulter ce document-là. Puis surtout, si vous avez des dirigeants d'entreprise dans votre entourage, s'assurer qu'ils ont lu ce document-là. Donc, ben voilà, je crois qu'on a vraiment des belles, vraiment des belles cartes qu'on peut jouer. Il y a sûrement quelque chose de très positif à en faire. Et c'est à nous de jouer. Merci. Ouais. Merci. Alors, merci beaucoup, professeur Godreau, pour ces propos si intéressants. Écoutez, le temps passe, mais on aurait quand même le temps pour une courte question. Est-ce qu'il y a un volontaire ou une volontaire? C'est bon? Oui, allez-y. Oui. Ça, c'est intéressant vraiment comme question. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu beaucoup de pression du gouvernement du Québec pour qu'en recherche, on travaille tout le monde ensemble. Donc, les centres de recherche, notamment le Centre de recherche sur les transports à Montréal, a fusionné avec un centre à Québec. C'est devenu le CIREL. Donc, on nous a dit de travailler tout le monde ensemble. Puis un jour, il y a un politicien qui est venu tracer un pointillé puis qui a défini, en termes de recherche, il y a quelque chose qui s'appelle Montréal. Mais oui, il y a plusieurs universités à Québec, mais il y en a une à Québec aussi. Donc, c'est certain qu'en termes de poids, ben oui, il y a plus de chercheurs en intelligence artificielle à Montréal qu'à Québec. Mais pendant des années, ben encore maintenant, on travaille ensemble sur les mêmes projets en collaboration.
Puis on est là, on est en intelligence artificielle, on est très fort avec le GRAL à Québec, le Centre de recherche sur les données massives également, qui est une composante vraiment très, très importante du 4.0. Fait que c'est pas tant qu'on a à se trouver une niche en termes de recherche, on est là. Le CRDM à Québec, c'est au-dessus de 50, chercheurs, c'est beaucoup de diplômés. Donc, on est là. Par contre, on se retrouve moins dans le discours politique de dire Montréal et l'intelligence artificielle. Je vous avoue qu'on se sent un petit peu exclu avec ça. Deuxième partie de la question, il y a une genre, je ne sais pas si on peut dire table de concertation. En fait, il y a qui a été créée à Québec qu'on appelle Force 4.0, qui a regroupé différents intervenants au niveau de la région, puis qui a établi un genre de diagnostic sur les forces. Et ce qu'on remarque, une des caractéristiques de la région, quand on regarde nos forces, entre autres au niveau de tout ce qui se fait en optique, tout ce qui se fait au niveau de la foresterie basée à l'Université Laval, c'est qu'on se rend compte qu'on est extrêmement fort au niveau de l'intelligence artificielle, mais appliquée sur le plancher des vaches. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a vu à la création du nouveau consortium en ingénierie des systèmes 4.0, on a une implication très forte au niveau secteur manufacturier, comme je disais, plancher des vaches. Donc, de cette façon-là, on peut jouer un rôle extrêmement complémentaire. Ouais. Mais j'aime Montréal. Là. J'espère que personne n'a mal interprété mes propos. Merci beaucoup, professeur Godreau. Je vais maintenant donner la parole au professeur Richard Ouellet pour le mot de la fin. Merci. Je ne vous cacherai pas que nous avons un peu de retard, alors je serai extrêmement bref. Mon nom est Richard Ouellet, je suis professeur à l'Université Laval, membre des HEI. Je remplace aujourd'hui Lota Tamini, qui est le directeur du CEPSI, qui est en Afrique, comme le disait Louis Bélanger au début de l'avant-midi. Donc, un mot pour remercier le ministère des Relations internationales et de la francophonie, le Cercle Finance de Québec, le Musée de la civilisation, la Caisse de dépôt et placement. Et ce n'est pas prévu dans les notes qu'on m'a données, mais je voudrais quand même remercier l'équipe des HEI qui travaille toujours avec son professionnalisme habituel à l'organisation de ces activités-là. Je vois Pauline, Patrice est déjà à la réserve navale. Pour ceux et celles qui ont un biais pour la suite des choses, vous savez que la suite de la journée n'est pas gratuite. Mais on me dit qu'il reste des billets à vendre pour ceux et celles qui seraient intéressés au coût de 75 $, donc pour la conversation midi, qui se poursuivra avec Mme Lehoux, M. Doré et M. Landry, donc au 144 Dalhousie. On vous y attend sans trop tarder. On a déjà du retard sur l'horaire. Donc, merci d'avoir été là. À la prochaine activité. Puis pour ceux et celles qui continuent avec nous, on se voit dans quelques minutes à la réserve navale. Merci.